l'État français n'a plus d'argent. On vous répète ça depuis des années, mais là c'est vrai. On dépense énormément et on arrive au moment où on ne peut pas dépenser plus, parce qu'on ne peut pas s'endetter plus, parce que le coût de la dette, on en parlait juste avant, tout se tient. Donc l'État dit, je ne veux pas vous aider, mais en plus je vais vous prendre de l'argent. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Fin du dispositif Pinel. On rétrécit le PTZ. On est en train de venir casser quelques niches fiscales, quelques avantages, et donc on a un secteur qui va être durablement de moins en moins aidé, et donc il va falloir trouver d'autres façons. Pourquoi on veut lutter contre l'inflation? Plus l'inflation est élevée, moins elle est contrôlable. Quand il y a l'inflation, les gens sont perdus, c'est compliqué d'entreprendre, c'est compliqué de se projeter, et au fond, c'est un terreau plus fertile pour des populistes qui arrivent et qui disent extrêmement intéressant, j'avais jamais ça en tête. Très chers investisseurs, bienvenue dans l'Actu by CW, le rendez-vous mensuel qui décortique toute l'actualité économique, financière et surtout immobilière. Bienvenue, c'est notre toute première vidéo de ce nouveau concept. Et pour ce nouveau concept, j'ai l'honneur d'avoir Vincent aujourd'hui qui est notre invité. Bonjour Vincent. Bonjour Christopher. Donc Vincent, tu vas te présenter en 2-3 minutes que les gens puissent te connaître et puis ensuite on va pouvoir décortiquer ensemble cette actualité puisqu'on sait qu'elle est très dense et c'est pour cette raison qu'on a décidé de créer ce concept. C'est une très bonne idée, je te félicite pour ce nouveau concept et j'ai accepté de participer à cette première émission d'abord parce que je t'aime bien, je suis ta chaîne, je vois ce que tu fais, et puis parce que en ce moment dans le secteur immobilier il se passe énormément de choses, c'est pas un mot galvaudé, des nouvelles tendances, des nouveaux usages, des nouvelles classes d'actifs, donc je pense qu'on va en parler. Moi, pour me présenter en 2 secondes, mon métier, il est double, on va dire. Un, c'est essayer de comprendre ces nouvelles tendances, ce qu'on observe à l'étranger, souvent sur des marchés plus matures et un peu en avance par rapport à la France, je pense au marché anglo-saxon, donc en ce moment, je m'intéresse à l'avenir de l'immobilier tertiaire aux États-Unis, à l'avenir de l'immobilier commercial en Angleterre, en me demandant à chaque fois quelles peuvent être les conséquences pour le marché français. Donc mon premier métier, c'est comprendre ces nouvelles tendances, les documenter dans des livres, des rapports, des tribunes. Donc j'écris beaucoup. J'ai une newsletter qui est assez suivie qui s'appelle Real Estate, qui est envoyée les mardis matins, je crois que tu la reçois, dans laquelle on essaie de documenter ces nouvelles tendances. Et mon deuxième métier, ce qui me fait vivre pour être clair, c'est que fort de cette expertise-là, je conseille maintenant, je pense, une 50aine de dirigeants du secteur immobilier, donc des grands patrons, de la promotion immobilière, de la transaction. Je connais assez bien les métiers de la transaction dans l'ancien que tu connais aussi, de l'investissement, des foncières, des asset managers. Au fond, un pool de dirigeants qui me font confiance pour que je leur donne des conseils, que je les accompagne sur leur propre compréhension de ces nouvelles tendances, avec toujours l'idée que derrière chaque nouvelle tendance, il y a une nouvelle opportunité. Et donc, c'est pas comprendre pour comprendre et pour le plaisir intellectuel, c'est comprendre pour anticiper, prendre les bonnes décisions. Et à la fin, on est quand même dans un métier d'investissement où une des valeurs de réussite, c'est quand même la capacité à gagner de l'argent. Donc, c'est quand même comprendre pour investir intelligemment et gagner de l'argent dans ce secteur immobilier. Je crois que c'est un peu le programme du jour. Tout à fait le but. Et le but, tu l'as compris, d'interviewer Vincent, c'est de rendre accessibles des informations qui sont normalement très corpo, réservées à ces professionnels de l'immobilier, maintenant qu'on réserve au commun des mortels, quoi, à tout le monde, même celui qui fait ses petits investissements, afin qu'il puisse vraiment avoir une vision à 360 de ce qui se passe. Donc, pour comprendre ce qui se passe, d'un point de vue économique et macro, quelle est la situation économique mondiale? Quelles sont les grandes tendances qui se tirent aujourd'hui? Alors, il y a plein de façons d'expliquer la situation des marchés immobiliers actuels. Je pense que la bonne façon, c'est de repartir de ce qui s'est passé pendant le Covid. Et ça aidera, je pense, les gens qui nous écoutent effectivement à comprendre. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais, c'est de l'information qui est plutôt accessible aujourd'hui aux grandes corporates, aux grandes entreprises de secteur et qui pourrait demain être disponible grâce à ton émission au grand public. En réalité, moi je pense que le grand public, il a envie de savoir ce qui se passe. Donc on n'a même pas, c'est un exercice relativement facile, c'est-à-dire je suis ravi de le faire parce que les gens vont au bureau, ils voient qu'il n'y a plus personne, donc ils se disent il y a un problème sur l'immobilier tertiaire. Ils voient qu'il y a des commerces qui sont pleins, d'autres qui sont vides, donc ils se disent il y a des stratégies à faire. Ils voient que dans le logement, il se passe telle et telle chose, donc je pense qu'on est à fond dans le sujet. Pour répondre à la question macro, il se passe en réalité un enchaînement assez logique depuis la crise du Covid, qui est crise du Covid, confinement, désorganisation des chaînes de valeur dans toutes les industries. On manque de tout, c'est la pénurie. Alors, je sais pas si c'est je me rappelle de la pénurie de Nutella pendant le Covid. Évidemment, la pénurie aujourd'hui plutôt de semi-conducteurs. Enfin, plein de chaînes de valeur qui se désorganisent. Et quand les chaînes de valeur se désorganisent, c'est un effet inflationniste. Pour le dire clairement, ça crée de l'inflation, ça fait augmenter les prix. Et quand les prix augmentent, les banques centrales n'ont pas d'autre choix en réalité que d'augmenter ce qu'on appelle les taux directeurs. Mais en réalité, pas besoin d'entrer dans le détail de ce que c'est un taux directeur. Ce que les gens qui nous regardent doivent comprendre, mais ils le connaissent très bien, c'est que quand la banque centrale augmente ces taux auxquels elle prête, elle, aux banques, et les banques répercutent ce coût-là, comme une logique inflationniste d'un bien et d'un service classique, sur l'emprunteur.
Et c'est ainsi qu'en France, les taux sont passés en un an et demi maintenant, de 1 à 4, mais aux États-Unis de 2,8 à 7,5, et partout dans le monde, en réalité, les taux sont entre 3 et 4 points supérieurs à ce qu'ils étaient dans le monde d'avant. Bon, ça c'est l'enchaînement logique qu'ont voulu les banques centrales. Ce qui nous marque beaucoup dans le secteur immobilier, c'est que quand tu utilises le marteau de la hausse des taux, qui est un outil assez violent, surtout dans un laps de temps très court, hein. Aux États-Unis, il faut savoir que sur l'année 2021, on commence l'année 2021 avec les taux, je prends le taux 20 ans, crédit hypothécaire, crédit immobilier classique, le plus bas depuis la création des États-Unis. On est en dessous des 3%. Aux États-Unis, ils ne sont jamais allés jusqu'au 1% comme nous, ils sont restés beaucoup au-dessus, mais à moins de 3%, on est au plus bas de toute l'histoire des États-Unis. À la fin de l'année 2021, donc seulement 12 mois plus tard, on est au plus haut depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc en termes de choc, de stress test, même dans les livres d'économie, on n'avait jamais imaginé qu'on puisse augmenter les taux aussi fortement, aussi vite. Et c'est déjà intéressant de dire que les États-Unis ont connu leur plus bas historique à 3. Quand aujourd'hui on est en moyenne à 3,5, 3,8, les gens se disent les taux sont trop hauts, qu'est-ce qui se passe? On est sur des plus bas historiques des États-Unis. C'est bien de faire un petit parallèle. Mais à fond. Et d'ailleurs, même le parallèle avec d'autres pays européens. La France, il faut le dire et le redire, est le pays d'Europe, c'était vrai avant et c'est vrai encore aujourd'hui, qui a les taux d'intérêt pour les emprunteurs immobiliers les plus bas du monde, et pas d'Europe en l'occurrence. Pour une raison qui tient au fait que les banques françaises ont toujours considéré le crédit immobilier comme un produit d'appel, qui n'a pas gagné d'autres clients. Donc elles acceptent de gagner peu d'argent sur les crédits immobiliers en se disant mais après je vous vendrai d'autres services. Donc le marché français est assez confortable pour cela et il doit être vu ainsi par les investisseurs qui te suivent. Quand on augmente la hausse des taux, quand on fait la hausse des taux, disais-je, en réalité, les banquiers centraux pensaient avoir un effet sur ce qu'ils appelaient la bulle immobilière. Si on regarde les communications de la Banque de France, de la Fed, de toutes les banques centrales, de la BCE, même avant le Covid, à partir de 2019, c'est les prix de l'immobilier au sens large sont trop élevés. Résidentiel, bureau, commerce, tout est trop cher parce qu'on a injecté trop de liquidités. Demain, avec la hausse des taux, on va faire baisser le prix des actifs. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ça fait maintenant 2 ans que la Fed a commencé à augmenter les taux, donc il est l'heure de faire le premier bilan. Et le premier bilan, il est sans appel. Quand on augmente les taux, on massacre la valeur de l'immobilier tertiaire, les bureaux et les commerces, et on a très peu d'impact sur les valeurs de l'immobilier résidentiel. Et ça, c'est ce que les banques centrales commencent à accepter, mais qui n'était pas du tout dans leur modèle économique. Pour elles, j'augmente les taux, je baisse le prix des actifs. Et ben non, c'est beaucoup plus compliqué, mais j'imagine qu'on va rentrer dans le détail. On avait une volonté aussi, et d'ailleurs c'est pour ça que le HCSF a contraint l'accès au crédit. Il y avait aussi une volonté de désendetter les ménages qui étaient endettés, je crois de mémoire, à 102, 103%, 102% il me semble. Et là finalement, avec les actions qui ont eu lieu il y a déjà un peu plus de 2 ans, on est à 101,6 peut-être, il y a eu que quelques centièmes qui ont été enlevés. Oui, en réalité, les banques centrales ont plusieurs objectifs. Un objectif, c'est de faire baisser les prix des biens et des services. L'essence, ça coûte trop cher, les hôtels avaient explosé, enfin tous les biens et les services du quotidien avaient augmenté, donc il y avait l'idée de casser cette inflation-là. Il y avait l'idée effectivement de baisser le prix, de dégonfler la bulle, et puis l'idée aussi de toujours œuvrer à la plus grande sérénité, ou en tout cas des marchés financiers qui fonctionnent bien, et donc éviter le trop d'endettement. C'est très vrai ce que je dis. Et tous ces objectifs sont en soi louables. Bon, le premier, sur les biens et les services, un effet faible, mais enfin on peut dire que ça aurait été pire sans eux. Sur les prix du résidentiel, on va en parler, très faible. Et tu le dis très bien, sur l'endettement, en réalité, c'est très... Qu'est-ce qu'il faudrait pour baisser l'endettement? Il faudrait que les gens vendent les actifs, remboursent leur dette. Mais aujourd'hui, personne n'a envie de vendre. Et personne n'est obligé de vendre. On va rentrer dans le détail. Donc en réalité, ça n'a aucun effet. Donc je finis sur mon approche valeur, parce que c'est un truc assez impressionnant. Quand je dis l'immobilier tertiaire prend de plein fouet la hausse des taux. Pourquoi? D'abord, qui sont les acheteurs d'immobilier tertiaire? Qui achètent les grands centres commerciaux, les grands immeubles de bureaux? Des investisseurs qu'on qualifie d'investisseurs institutionnels. Les institutionnels, ils sont très sensibles à la macroéconomie. Moi, je suis AXA, AG2R, la mondiale, un grand investisseur, j'ai des milliards à investir chaque année. Je compare risque, rendement, comme tes investisseurs qui te regardent. J'ai la même logique. Et qu'est-ce qu'on me propose sur le marché? Avant, on me disait, le sans risque, si tu veux vraiment zéro risque, le 10 ans allemand, c'est un taux négatif. Et j'ai un super immeuble de bureau, bon, en fait, il est pas si bien que ça, il est loué à moitié, bon, il est pas si bien desservi, mais c'est quand même un super immeuble de bureau, à une demi-heure de Paris. Je te propose de te le vendre avec un rendement de 3,5, 4%. Bon, j'acceptais, AG2R, AXA acceptait d'acheter cet immeuble d'actifs. Aujourd'hui, ce même immeuble de bureau, le vendeur vient me voir, toujours moi l'institutionnel, et il me dit, voilà, je te le vends à 3,5, 4.
Et là, je lui dis, oui, mais attends, mon sans risque, il est à 3 maintenant, puisque les 10 ans, le taux, enfin l'obligation allemande à 10 ans, elle me rapporte 3%. Bon. Qu'est-ce qui est le plus probable? Que l'Allemagne fasse faillite ou que ton immeuble de bureau qui est pas si bien, il perde encore des locataires et qu'à la fin, il devienne un rendement vraiment négatif? Bah, le plus risqué, c'est évidemment l'actif tertiaire. Donc je vais aller pricer ce risque-là. Donc cet immeuble de bureau qui se vendait hier à 3,5 de rendement, aujourd'hui c'est 5,5, c'est 6. C'est énorme comme correction. Et un actif, vous pourrez faire les calculs, mais vous le faites pour le résidentiel. Quand le rendement exigé d'un actif double, ou presque, sa valeur est divisée par 2. On peut le tourner dans tous les sens, on peut faire tous les calculs mathématiques. Et ça, cet exemple-là de l'immeuble de bureau théorique que j'ai pris, ça concerne chaque mètre carré de bureau à travers le monde, sauf des actifs extrêmement bien situés, où il y a une très forte demande, je pense au QCA à Paris, mais qui a un micro-marché par rapport au mètre carré. Donc, on prend l'immobilier tertiaire, tous les mètres carrés de bureau aux États-Unis, on se dit qu'ils valent tous aujourd'hui 30 à 40% de moins que ce qu'ils valaient il y a 18 mois. Ça s'appelle 1500 milliards de valeur qui s'est envolée. C'est extrêmement intéressant. On va revenir un peu plus tard en détail dans l'immobilier tertiaire et d'habitation. Aujourd'hui, si on regarde la macro, avant de passer sur un autre sujet, quelles sont les volontés de nos gouvernements et de nos banques centrales actuellement? Parce que là, elles luttent contre l'inflation, avec l'outil qui est le taux directeur. Ouais. Quelles sont les autres volontés des gouvernements? Alors, nos gouvernements et les banques centrales qui leur sont à la fois très indépendantes et en même temps très liées, ils ont deux armes, l'arme monétaire et l'arme budgétaire, pour relancer, soutenir le secteur immobilier dans son ensemble. L'arme monétaire, on arrive bientôt au bout. D'abord parce qu'ils se rendent compte que c'est pas si... Quand tu entends arme monétaire, c'est-à-dire augmenter les taux. Il y a d'autres. On peut acheter plus ou moins des obligations aussi d'État ou d'entreprise. Les banques centrales ont cet outil-là, mais disons, le principal outil, c'est l'augmentation des taux. On voit que ça ne fait pas baisser les prix du résidentiel. On en parlera, je pense, quand on rentrera dans l'immobilier, mais aujourd'hui, les prix sont très résilients. Moi, mon sentiment sur la France, c'est que si on prend le taux à 20 ans, qui est aujourd'hui à 3,5, 4, disons 4 pour... je crois que tu publieras en septembre cette interview, donc on sera à 4. On a eu 0,25 de plus au mois de juillet, donc dans un mois, mais il y a un mois pour les gens qui regarderont cette vidéo. Moi, je pense que dans même le scénario du pire, on monte à 4,25. Allez, 4,5 me semble être vraiment un plafond en termes de taux, si on prend le taux à 20 ans pour le marché français. Ça, c'est, on va dire, le plafond. Qu'est-ce qui va se passer sur l'année 2024? Parce qu'il ne se passera rien sur la fin de l'année 2023, à mon avis. Il ne se passera pas grand-chose au S1 2024, mais aujourd'hui, le consensus de place des grands banquiers, c'est qu'à partir de la mi-2024, les taux vont recommencer à descendre. Moi, je pense de 2 points, mais ça peut être un peu plus. Ça veut dire que si on est à 4,5, on peut revenir à 2,5. Ce qui veut dire que la Banque centrale aura baissé ses taux d'ici là. Ce qui veut dire que la Banque centrale aura dit... Ce qui est prévu aujourd'hui, c'est qu'elle a communiqué en ce sens? Alors, la Banque centrale a une communication qui est d'ailleurs toujours intéressante. D'ailleurs, je te fais une petite parenthèse, une petite anecdote. Un banquier central américain qui a eu cette phrase-là. Les banquiers centraux ont l'art de parler pour ne pas être compris. Et un jour, le banquier central Ben Bernanke, qui était à la tête de la Fed dans les années 70-80, avait dit aux journalistes qui étaient présents à la fin d'un rendez-vous de la Fed, si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est que je me suis mal exprimé. Ou c'est que je dois changer de métier. Voilà. Et donc, tu te dis, exactement. Et donc, tu te dis, c'est dur d'interpréter ce que les gens ont en tête. Aujourd'hui, leur guidance, comme on dit, leur prévision, c'est de dire, dès que j'ai lutté contre l'inflation, je suis capable de rebaisser les taux. Le consensus, c'est que l'inflation sera globalement maîtrisée à partir de la mi-2024 en fonction des pays. Et donc là, la Banque centrale pourra commencer à baisser les taux. Et donc, l'investissement immobilier redevenir encore plus intéressant pour les gens qui nous regardent. Moi, je pense que la fourchette d'atterrissage fin 2024 de taux entre 2,5 et 3 me semble être une hypothèse crédible, sachant qu'on sera dans un monde où il y aura moins d'inflation, mais il y aura plus d'inflation que dans le monde d'avant. C'est-à-dire que je pense qu'on sera plutôt à 2,3 d'inflation, donc 2,3 d'inflation, 2,3 de taux. Ça veut dire des taux réels qui sont à 0 en réalité. Donc je pense que ce monde-là, il est extrêmement favorable aux investisseurs. Alors, je raisonne toutes choses égales par ailleurs. Si demain, il y a une guerre civile en Russie, comme on l'a cru possible ce week-end encore, ça ne devrait pas avoir un effet très positif sur l'inflation, au contraire. Si demain, il y a d'autres difficultés, que sais-je, une nouvelle pandémie. Si on n'a pas de nouveaux signes noirs, on va dire. Si on n'a pas de nouveaux signes noirs, aujourd'hui, le consensus des observateurs, c'est des taux qui rebaissent. Et qui rebaissent aussi par nécessité au-delà de l'immobilier. Parce que les banques centrales s'en foutent un peu de l'immobilier et de notre capacité à investir. Mais ils rebaissent parce que les États sont très endettés, massivement endettés. La France va encore faire une centaine de milliards de déficit public cette année. C'est assez massif, ça fait quand même énormément d'argent pour un pays même comme la France. Ça représente 112% du PIB, on est parmi les plus forts en Europe. Exactement, et on a la dette sur PIB qui est quasiment la plus forte en Europe, mais on a surtout le plus gros déficit maintenant en Europe ramené à notre PIB. Donc chaque année, on creuse en réalité le trou. À la fin, tout ça a quand même un coût en termes de charge de la dette. Et puis, il y a des
mais ça peut intéresser les gens qui nous regardent, il y a aussi des énormes besoins d'investissement dans la transition énergétique qui font qu'on ne pourra aller faire ces efforts d'investissement que si les taux sont maîtrisés. Dans un monde à 10% de taux d'intérêt ou à 5%, on ne fait jamais la rénovation énergétique du parc de logement ou plus largement. Ça, c'est super intéressant parce que pour venir au point immobilier tout à l'heure, c'est intéressant de comprendre quelle va être la volonté, en tout cas de la Banque Centrale Européenne, parce que là, on va se focus davantage sur l'Europe. Et pour les gens qui se disent, OK, à partir de quand les taux vont descendre et pourquoi ils vont descendre? Là, tu touches un point qui est intéressant. Quel serait l'intérêt de la Banque Centrale Européenne de redescendre à une inflation de 2, parce que c'est sa cible d'avoir une inflation de 2, qui est selon elle saine pour notre économie, etc. Quel est son intérêt pour que les gens puissent dire, OK, l'intérêt de la Banque Centrale, c'est donc ça. Donc si son intérêt, c'est de baisser les taux, moi, mes crédits immobiliers vont baisser. Ah, il y a deux grandes façons d'expliquer l'obsession de la lutte contre l'inflation par les banques centrales. La première, elle est théorique, la deuxième, elle est historique. La première théorique, c'est que plus l'inflation, et ça c'est à la fois compliqué mais très intéressant pour les gens qui nous écoutent, plus l'inflation est élevée, moins elle est contrôlable. C'est-à-dire qu'en réalité, on pourrait se dire, on vit dans un monde de 20% d'inflation, les agents économiques, entrepreneurs, salariés, État, tous les agents économiques savent que chaque année les prix augmentent de 20, et après tout, on pourrait vivre avec ça, si on était sûr que c'était 20. Mais toute l'expérience montre que plus tes taux sont élevés, plus l'inflation est élevée, plus ta volatilité d'inflation est élevée. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es à 2, tu peux maîtriser d'être entre 1,5 et 2, ou entre 1,5 et 2,5 pendant 10 ans. Quand tu es à 20, une année tu es à 35, une année tu es à 8. Et ça devient ingérable pour les agents économiques. Imagine-toi, chef d'entreprise, tu dois acheter une machine, je parle de truc de basique. Elle coûte 100 et tes produits, tu les vends à 1. Ok, donc il faut faire 100 produits pour rembourser ta machine. Comment tu peux prendre une décision d'investissement dans un monde dans lequel il y a 30% d'inflation, mais peut-être 15 et peut-être 50? Tout à fait d'accord. C'est impossible. Et c'est un peu vrai pour les investisseurs immobiliers aussi, qui ont besoin d'une forme de stabilité. Parce que l'inflation, on dit les loyers sont indexés sur l'inflation. Oui, pas toujours, ça dépend, il y a quand même le politique qui s'en mêle, etc. etc. Donc, cette raison théorique fait que plus on a une inflation faible, plus on la maîtrise, plus les agents économiques peuvent se projeter. Et tes investisseurs, les gens qui nous regardent, ils raisonnent à 15 ans, à 20 ans, ils sont pas là pour faire des coups en 6 mois. C'est pas ça, je sais que tu partages sur ta chaîne, même s'il y a des opérations de marchand qui peuvent être intelligentes, mais c'est des gens qui raisonnent comme des chefs d'entreprise. Ils ont besoin de visibilité, de savoir quelle sera la fiscalité, les prix, la macro demain. Donc ça, c'est important. Et puis la raison historique, la BCE, aujourd'hui, elle écoute le pays le plus puissant d'Europe, et le pays le plus puissant d'Europe, c'est l'Allemagne, qui a un traumatisme énorme de l'inflation des années 30, qui a été une des causes de l'arrivée au pouvoir des nazis. Ok, pour être clair, quand il y a l'inflation, les gens sont perdus, c'est compliqué d'entreprendre, c'est compliqué de se projeter, et au fond, c'est un terreau plus fertile pour des populistes qui arrivent et qui disent populistes. Extrêmement intéressant, j'avais jamais ça en tête. Donc tu as l'explication théorique et l'explication historique de pourquoi on veut lutter contre l'inflation. Et puis, accessoirement, Keynes, qui était un des grands économistes d'ailleurs actifs dans cette période-là, et qui d'ailleurs lui a été plutôt un défenseur de l'inflation, disait c'est l'euthanasie des rentiers. L'inflation, c'est on euthanasie les rentiers. Ça veut dire quoi? Que si vous avez quelque chose, avec l'inflation, on va vous le prendre, sans que vous vous en rendiez compte. Bon, en termes de modèle société, avoir comme objectif une politique économique qui consiste à prendre aux gens ce qu'ils ont, me semble pas être une politique économique très, très, très saine. Donc, pour prendre un exemple qui correspond voilà. à tout le monde, c'est avoir de l'argent sur ton livret A aujourd'hui. On est en train de te prendre ton pouvoir d'achat, tout à fait. Exactement, puisque le livret A est plus faible que l'inflation, donc de manière en net, en réel, vous perdez du pouvoir d'achat, vous perdez de l'argent. Donc ça, c'est l'explication sur les banques centrales. Ça, c'est le monétaire. Le budgétaire, qui intéresse aussi beaucoup les gens qui te regardent et ta communauté, il y a plusieurs choses à dire. L'État français, n'a plus d'argent. On vous répète ça depuis des années, mais là, c'est vrai. J'ai des amis à Bercy qui, pour 5, 10, 15 millions d'euros, nous disent, ou disent à l'industrie immobilière ou à d'autres industries, je ne suis pas sûr de le faire passer. Le budget de l'État, les dépenses publiques, c'est 1200 milliards. Je crois que c'est 65% du budget, c'est énorme. C'est à peu près, on est bientôt à 60% du PIB qui passe en dépenses publiques. C'est un record mondial évidemment, peu nous l'envie d'ailleurs, parce que je ne crois pas que ce soit très efficace. On dépense énormément et on arrive au moment où on ne peut pas dépenser plus, parce qu'on ne peut pas s'endetter plus, parce que le coût de la dette, on en parlait juste avant, tout se tient. Non seulement on ne peut pas dépenser plus, mais l'État a plutôt envie de dépenser moins. Et donc il faut toujours se mettre à la place du ministre de l'économie. On lui dit, et d'ailleurs c'est ce qu'il a dit à tous les ministères, il faut faire 5%, 10% d'économie dans chacun des ministères, comme vous, un ménage, une entreprise peut être amené à faire des ajustements budgétaires. On commence par quoi? On commence par ce qui va faire le moins mal. Et il y a un truc qui fait pas trop mal, parce qu'on ne veut pas le délocaliser, c'est l'immobilier. Si vous taxez les riches, ils partent. Si vous taxez les usines, elles ne se montent plus. Si vous savez taxer le logement, les gens râlent. Mais en réalité, j'ai rarement vu des gens prendre leur logement à Strasbourg et aller le mettre de l'autre côté de la frontière allemande. Okay.
Donc il y a une forme de cible privilégiée qui est l'immobilier, qui est censé être un secteur très aidé en France. Tout ça serait vraiment à nuancer. On parle souvent des 40 milliards d'aides de l'État envers le secteur immobilier. La moitié, c'est les APL. Est-ce que c'est une aide à Mais l'immobilier? ça reste pour des primo-accédants, ça reste pour le fait d'avoir sa résidence principale. Surtout. Voilà, mais il y a en réalité assez peu de choses. Bon. Donc l'État dit, je ne veux pas vous aider, mais en plus, je vais vous prendre de l'argent. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Fin du dispositif Pinel. Je sais que beaucoup de gens, et peut-être qui nous écoutent, ne croient pas à ça, mais c'est très crédible. Là encore, il peut se passer plein de choses d'ici la fin de l'année, mais personne à la tête de l'État, personne à Bercy, n'imagine revenir sur cette promesse de on arrête le Pinel. Le Pinel, c'est terminé. Fin d'année 2023, il n'y a plus de Pinel en France. Et il n'y a rien qui va remplacer le Pinel. Je sais qu'on se fait plaisir à croire qu'au dernier moment, il y aura bien un ministre du logement pour créer le dispositif Wangen ou le dispositif Pavanello. Ça n'arrivera pas. Moi qui ai toujours tapé sur le Pinel, entre guillemets, non pas sur le projet de loi, enfin sur la loi en elle-même, mais surtout sur en se plaçant côté investisseur qui achètent des biens qui sont surcotés. Mais là où on a déjà aujourd'hui un problème de biens immobiliers neufs qui sortent, une vraie crise du neuf, si en plus on n'a pas le dispositif Pinel, ça va... Alors, on peut en parler après de l'immobilier neuf, si tu veux, sur toutes les conséquences, parce qu'il y a plein de choses évidemment à dire. Le Pinel, je partage ton avis, c'était sûrement un mauvais outil, assez inflationniste. Mais là aussi, pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'il faut dire les choses de manière très claire. Un dispositif fiscal n'est jamais inflationniste, c'est-à-dire n'augmente jamais les prix en soi. Un dispositif fiscal augmente les prix dans un marché où il y a plus de demandes que d'offres. En réalité, le même dispositif Pinel, dans un autre contexte où on produit plus de logements qu'on en a besoin, le dispositif fiscal, il ne se retrouve pas dans les prix. Là, on a un marché qui est déjà totalement déséquilibré, à qui on dit on va donner un petit avantage en plus. Les promoteurs ont dit j'ai déjà 10 clients pour un logement. Avec les 20 000 euros qu'ils vont économiser, je vais les rajouter sur le prix du logement. C'est basico-basique. Donc le problème n'est pas le Pinel et son effet inflationniste, le problème est le marché où on manque de logements. Super opportunité pour les investisseurs. On manque de logements. On va manquer de plus en plus de logements pour plein de raisons, on y reviendra peut-être. Et donc, la niche fiscale, elle vient gonfler le prix. Donc on exit le Pinel. On rétrécit le PTZ en disant ça coûte trop cher. Alors, là aussi, il faut toujours essayer de se mettre à la place de l'État. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit. Tu as dit le rôle de l'investisseur, c'est d'essayer de comprendre ce que va faire la Banque centrale, l'État. Bon, mettez-vous à la place de l'État sur le PTZ, par exemple. Le PTZ, il a un coût budgétaire proportionnel à la hausse des taux. Faire le PTZ quand l'État lui-même s'endette à 0, ça coûte 0. Faire le PTZ, le prêt à taux 0, quand l'État s'endette à 4 ou à 3, ça a un coût énorme pour les finances publiques. Donc, c'était pas soutenable de le garder. Donc, là aussi, on revient à des logiques. Donc, on est en train de venir casser quelques niches fiscales, quelques avantages. Et donc, on a un secteur qui va être durablement de moins en moins aidé. Et donc, il va falloir trouver d'autres façons. Et je vais dire, mais peut-être ça lancera les discussions d'après. Le plus malin du secteur immobilier et l'investisseur le plus rentable demain, ou celui qui réussit le mieux, c'est pas celui qui trouve la meilleure niche fiscale. C'est celui qui comprend et anticipe le mieux les mouvements de marché. Et tu vois, pour ta chaîne, pour les gens qui nous écoutent, pour moi qui m'intéresse à ces nouvelles tendances, je trouve que c'est assez enthousiasmant la décennie dans laquelle on rentre. Tu vois ? Totalement, ça va dessiner plein d'opportunités. Exactement. Et c'est plus à celui qui aura le meilleur avocat fiscaliste de gagner le plus d'argent, ce qui était parfois un peu le cas avec certains dispositifs. Maintenant, ceux qui vont gagner le plus d'argent, c'est ceux qui vont regarder ta chaîne et qui vont comprendre que le commerce il fait ça, le bureau il fait ça, le logement il fait ci, bon, voilà. Parfaite transition justement pour attaquer sur l'immobilier. Alors tu parlais de l'immobilier tertiaire, on va faire un petit élargissement au niveau mondial, ensuite un resserrement français. Qu'est-ce qui se passe avec cet immobilier tertiaire depuis le Covid ? Ouais, alors j'ai commencé à en parler un peu tout à l'heure, c'est effectivement il y a ce sujet de... Les propriétaires, les acheteurs sont pas les mêmes que l'immobilier résidentiel. L'immobilier tertiaire, depuis les années 80 en France et depuis les années même un peu avant, je dirais 90 en France et 70-80 aux États-Unis, sont détenus par des tiers. Donc ce n'est plus l'entreprise locataire qui est propriétaire de ses bureaux, ce qui était le modèle initial, ce qu'on appelle les utilisateurs propriétaires. Je suis Sanofi, je suis propriétaire de ma tour à la Défense. Ça, c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, toutes les tours à la Défense sont détenues par des gens qui ne sont pas locataires, par des grands fonds d'investissement, des assureurs, des banques, des institutionnels, on va dire. Et ces gens-là, quand les taux d'intérêt augmentent, ils demandent plus de rendement pour leurs actifs, puisque, comme je le disais tout à l'heure, sinon, ils achètent du 10 ans allemand qui leur rapporte 3. Donc, tous les immeubles de bureaux qui rapportaient 4% dans le monde, par exemple, aujourd'hui, les investisseurs, pour les acheter, en demandent 6 de rendement. Mécanisme de base très classique. Si, pour un actif donné, l'acheteur veut plus de rendement, ça veut dire que la valeur de l'actif y baisse, puisqu'on ne peut pas augmenter le loyer de 2/3 en disant voilà. Bon. Donc l'estimation que nous on fait et qui aujourd'hui est un consensus de place, c'est que tous les immeubles de bureaux aux États-Unis, mais en Europe aussi, ont perdu entre 30 et 40% de leur valeur par rapport à l'avant Covid.
Et d'ailleurs, on le voit dans les transactions. C'est pas juste Pavanello qui pense que c'est ça. C'est dans les rares transactions qu'il y a, les gars se font massacrer. On me parlait d'un actif, le siège de Deutsche Bank à Londres. Mise en vente mai dernier, il y a un peu plus d'un an. Mai 2022. L'aide d'attention des uns et des autres autour du milliard de livres, disons $1 milliard pour être clair. En septembre 2022, les gens sur la table, bon, finalement, on va pas l'acheter 800 ou 900. Puis fin d'année 2022, 700. Deal. Moins 30%. 300 millions qui s'est envolé. C'est pas théorique, c'est un vrai cas d'usage. Et il y en a partout aux États-Unis. Donc ça va créer un trou énorme, à tel point que, et des opportunités bien sûr, mais un trou d'abord, à tel point que les grands argentiers de ce monde, les généralistes, ceux qui regardent tous les secteurs d'activité, Warren Buffett dans sa lettre annuelle aux actionnaires, aux investisseurs, et puis Bill Gates qui aussi a une vue d'ensemble, te disent le risque numéro 1 de l'économie mondiale, c'est la destruction de valeur de l'immobilier tertiaire aux États-Unis. Donc il va se passer pas mal de choses là-dessus, et vous, investisseurs, soyez en veille là-dessus, parce que l'immobilier de bureau et de commerce qui subit à peu près les mêmes chocs, même si on va rentrer dans le détail après, c'est violent. Bon, là-dessus, la hausse des taux n'est pas la seule explication. La hausse des taux est venue accentuer des difficultés qui étaient liées à des changements d'usage. Et ça, c'est hyper important, et je pense que là, on rentre dans le cœur de ce que c'est qu'un investisseur immobilier demain. C'est quelqu'un qui comprend et qui anticipe les changements d'usage. La hausse des taux n'est pas la hausse des taux n'est pas le seul facteur explicatif de cette crise de l'immobilier tertiaire et commercial aux États-Unis. La hausse des taux est venue aggraver un phénomène structurel qui correspond à un changement d'usage. Et comprendre et anticiper ces changements d'usage, pour moi, c'est bien le métier des investisseurs immobiliers. C'est, entre guillemets, celui qui a vu ce que les autres n'ont pas vu, qui gagne de l'argent dans l'investissement, et particulièrement dans l'investissement immobilier. Et ben là, il y a des gens qui n'ont pas vu, et d'autres qui ont été plus malins, qui n'ont pas vu que depuis le Covid, on passe de plus en plus de temps chez soi et de moins en moins de temps au bureau. Ça s'appelle le télétravail, ça s'appelle la semaine de 4 jours, ça s'appelle le flex office, ça s'appelle une meilleure organisation de la vie pro-perso. Peu importe le nom qu'on met derrière ça, chacun peut constater qu'on passe moins d'heures par semaine au bureau et plus chez soi. Les gens qui ont compris ça, ils sont pas tellement étonnés qu'aujourd'hui, les prix du résidentiel se maintiennent et que les prix du bureau s'effondrent. Parce qu'à la fin, nos mètres carrés, qu'on les construise, qu'on les réhabilite, qu'on investisse dedans, elles correspondent à un usage. Si cet usage augmente, le prix d'un actif augmente. Si cet usage baisse, le prix d'un actif baisse. Et oui, ce que tu veux dire, c'est que le temps qu'on passe plus au bureau, ce qui correspond à 2,5 jours en moyenne de télétravail, ce que tu m'avais dit par rapport à 1,5 en moyenne, on le passe dans notre habitation. Vu qu'on le passe dans notre habitation, on va privilégier notre habitation par des mètres carrés en plus, par de l'aménagement, ce qui a maintenu un marché résilient à l'habitation et qui par contre a flingué le marché tertiaire. C'est exactement ça. Et avec l'effet en plus qui s'est ajouté de la hausse des taux, qui est beaucoup plus répercuté par le bureau parce que les investisseurs ont les yeux rivés sur les taux au jour le jour, là où les acheteurs du résidentiel achètent aussi par nécessité, par contrainte personnelle, pas que par une logique financière de les taux augmentent, donc j'achète plus cher ou moins cher. Donc on a vraiment ce schisme, en tout cas cette segmentation du secteur immobilier. Et moi je me tue à expliquer ça à Bercy et aux banques centrales en disant mais arrêtez de penser que le marteau de la hausse des taux a le même effet sur l'immobilier de bureau et l'immobilier de logement. Résidentiel, c'est totalement le contraire, ça a des effets très différents. Et le grand drame des banques centrales, c'est d'avoir sous-estimé les effets de leur politique sur l'immobilier tertiaire. Aujourd'hui, elles s'en mordent les doigts, je dirai un petit mot là-dessus après, et d'avoir surestimé l'effet de leur politique sur le résidentiel. Pourquoi elles s'en mordent les doigts? Dans les objectifs de la Banque centrale, inflation, lutter contre l'inflation, et garantir une stabilité financière. Bon, qu'est-ce qui se passe quand un immeuble de bureau perd 40% de sa valeur pour un investisseur? S'il a une dette qui tourne pendant 10 ans, bon, il attend. Alors, faut quand même pas que l'immeuble se vide trop, parce que si les loyers deviennent inférieurs au taux d'intérêt, c'est quand même un peu pénible. Qu'il puisse payer la charge. Imaginons qu'il arrive à payer la charge, bon, voilà. À un moment donné, la dette, elle a quand même une fin. Il faut la refinancer, cette dette. Et donc là, vous allez voir le banquier en disant, tu m'avais prêté 80 pour mon immeuble à 100. Je t'ai pas dit, mais il vaut 60 maintenant. Tu peux me reprêter 60 ou 80? Ah bah non, je vais pas te prêter 60, pas 80, ni 60, je vais te prêter 20. Donc il faut que je remette 40 d'equity dans le projet, 40 millions de fonds propres dans mon exemple. Je les ai pas, ou je veux pas les mettre. Pas compliqué. Voilà les clés de l'actif, je les rends aux banques. Depuis le début du mois. Tu veux dire qu'à la fin du financement, malgré le fait que l'immeuble appartient à l'institutionnel, il préfère le rendre à la banque. Et c'est pas théorique. Aux États-Unis, c'est tous les jours, en ce moment. Depuis le début du mois. Plutôt que de le refinancer, ils le. Exactement. Parce qu'en fait, ça leur coûterait trop cher en equity. Eux-mêmes ne croient plus à l'actif. Et donc, ils préfèrent rendre l'actif. Et le vendre à notre. Et donc, le vendre. À quel prix? Souvent à un prix tellement inférieur. Et puis, l'acheteur va avoir un peu le même raisonnement en disant, je peux pas le financer, donc je vais l'acheter très bas et tout. Et donc, en gros, parce qu'en général, à la fin de la période de dette, il reste de la dette dans l'actif.
Exactement, ouais. Donc en fait, si le prix d'acquisition est plus faible que ce que j'ai à rembourser comme dette, j'ai autant à rendre l'actif à la banque plutôt qu'à le vendre. On fait cette interview à la fin du mois de juin 2023. Il faut bien savoir que depuis le début du mois de juin, donc au courant du mois de juin 2023, il y a plus d'investisseurs immobiliers qui ont fait donc, ce dont on parle, c'est-à-dire rendre les clés à la banque, que pendant toute la crise de 2008 en France. Donc il se passe quelque chose. Et des 20 000 mètres carrés que je rentre, des 30 000 mètres carrés. Donc c'est violent, c'est brutal, et on n'a pas fini d'entendre parler. Ok. Bon, si on regarde les choses simplement, tu nous dis qu'il manque de logements en France, d'habitation. Tu nous dis qu'on a trop de bureaux, qu'on ne sait plus quoi en faire et qu'on les rend. Qu'est-ce qui se passe? L'immobilier tertiaire, c'est mort, il y a quelque chose à faire, il y a des opportunités? Non, mais quand les prix ne font qu'augmenter, parce que les taux baissent, 2013 à 2021. Le plus riche de 2021, c'est le plus riche de 2013. C'est sûr. Le seul job, c'était acheter des trucs, attendre que les taux baissent, les revendre plus cher. Là, on rentre dans un monde où il y a des prix qui montent, il y a des prix qui baissent, il y a des prix qui stagnent, il y a des usages qui changent. Très bon pour les investisseurs, notamment ceux qui partent pas les plus riches. Et je crois que dans ta communauté, il y a des gens qui ont plutôt envie de devenir les plus riches, mais qui partent pas en étant les plus riches. C'est exactement nous. Et bah exactement, et tant mieux. C'est ça la juste répartition des choses. C'est les plus méritants qui doivent être les plus riches, pas ceux qui l'étaient déjà initialement. Il y a plein de choses à faire dans cet écosystème-là. Comme tu l'as très bien dit, quand le prix des bureaux diminue et que le prix des logements stagne, voire continue à augmenter, bah, pas besoin d'être un grand stratège pour savoir que transformer de l'immobilier de bureau en immobilier résidentiel, c'est un super investissement. Et il y a plein de façons de le faire. Et moi, j'invite vraiment les gens de ton écosystème à regarder ça. Vous n'allez pas acheter une tour à la Défense, ok, et puis c'est pas les plus faciles à transformer, mais là où vous êtes, dans les villes moyennes, en bordure des métropoles, il y a des petits actifs tertiaires, 500, 600, 800 mètres carrés, qui sont pour beaucoup perdus sur l'usage tertiaire. Plus jamais un locataire de bureau ne reviendra là-bas. Achetez ces actifs, transformez-les en logement classique, en logement courte durée, en appart-hôtel. Il y a une boîte qui s'appelle Edgar Suite que nous on suit qui est vachement bien là-dedans. Et ils savent transformer des immeubles de bureaux en logement. Si vous sourcez des biens pour eux, vous les achetez, vous leur filez la gestion, vous pouvez faire des super deals. Donc, achetez du bureau très décoté et transformez-le dans un usage où il y a un besoin. On en parlait juste avant. Là, les gens ne le voient pas, mais il y a plein de gens qui tournent et qui travaillent sur l'émission qu'on est en train de faire. Le besoin en studio de tournage dans un monde où on consomme de plus en plus de vidéos, il est énorme. Acheter un immeuble de bureau perdu pour la France et perdu pour la location tertiaire, pour en faire un objet où on loue à la journée, à la demi-journée, des studios pour des influenceurs, des youtubeurs, des gens qui produisent du contenu vidéo, mais le besoin, il est énorme. Et donc, mais tu vois qu'on est dans des sujets de... Là, on parle pas des taux, on parle pas de fiscalité. On dit, c'est de quel mètre carré les gens ont besoin. Exactement. Si vous répondez à cette question, et sur cette chaîne, je sais que tu vas proposer beaucoup de contenu là-dessus, vous allez gagner de l'argent. Donc ça, c'est la première idée qui me vient. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas que financier. C'est-à-dire qu'en fait, là, ok, on va gagner plus d'argent parce qu'on transforme des mètres carrés non utilisés en quelque chose dont on a besoin. Mais c'est aussi, on répond aussi aux besoins et à l'envie des collectivités, de la mairie. Si on prend la mairie de Paris, par exemple, qui interdit le Airbnb, etc. Si on transforme un local commercial en habitation, elle est ultra contente. À fond. Et c'est pareil, j'imagine, dans les petites et moyennes villes aussi. Ben, la mairie de Paris va même plus loin avec son nouveau PLU, hein, donc son plan local d'urbanisme qu'elle a appelé PLUI, là, qui arrive, donc PLUI bioclimatique, donc PLU bioclimatique, pardon. Ils vont inciter fortement à transformer les immeubles de bureaux en logement. Et la mairie de Paris, toujours avec son sens de la nuance et de la concertation, dit aux gens, si vous n'êtes pas d'accord pour se transformer, je préempte et je transforme. Tout c'est une façon aussi d'inciter les mouvements. Donc, première idée. Deuxième idée d'investissement, parce qu'évidemment qu'il y a plein d'opportunités. Si les gens vont moins au bureau, restaurant Manhattan, moins 40% par rapport à 2019. On va rester durablement à ça. Ils mangent quand même, les gens. Ils vont quand même faire du shopping, ils vont quand même faire des courses. Ils vont pas tout sur Amazon. Si on se dit qu'ils font tout sur Amazon, bah dans ce cas-là, acheter des centres logistiques, mais arrêter l'immobilier de commerce. Non, ils vont encore dans les magasins, mais ils vont pas dans les mêmes magasins. Quand ils passent plus de temps chez eux, ils vont plutôt dans les magasins en périphérie de leur lieu d'habitation, plutôt qu'en périphérie de leur lieu où ils travaillent. L'investisseur immobilier, là, il doit avoir une opportunité. Vendez, si vous en avez, peut-être des actifs dans des hypercentres tertiaires où les gens viennent moins. Je sais pas, vous avez un pied d'immeuble à la Défense. Avant que la Défense retrouve son taux d'occupation de 2018-2019, je pense qu'il va s'écouler un certain nombre de décennies, d'accord? Mais les gens de la Défense, ils habitent où? Ils habitent dans le 95, dans le 93, dans le 92, dans des quartiers hyper résidentiels où il y a des petits commerces de centre-ville, la boulangerie, le commerce de proximité. C'est très juste ce que tu dis. Je remarque qu'on a acheté 2 locaux commerciaux avec Mathieu, que tu connais, avec mon associé, qui sont dans le Grand Paris, une supérette par exemple, entre autres. Et la valeur, elle a quasiment pas bougé. Elle a peut-être pris, j'ai pas regardé le détail, mais en tout cas, elle a quasiment pas bougé par rapport au fait si on avait acheté un commerce en ultra-centre. C'est vrai parce que la boulangerie ou la supérette, elle a plus de clients.
donc elle a plus de chiffre d'affaires, donc elle est prête à payer un loyer un peu supérieur, ce qu'on appelle le taux d'effort. Ce loyer-là, ta supérette, il a vocation à augmenter. Je ne sais pas te dire si c'est 3, 5, 2% par an, mais il a vocation à augmenter. Là où je pense que la même supérette dans le centre-ville où il y a moins de clients, bah, par définition, ça peut baisser. Donc, quand on dit les usages changent, il y a plein d'opportunités de réhabilitation, d'investissement, de promotion qui vont se créer. On va parler du logement juste après, mais encore une fois, documentez-vous sur ce qui se passe sur l'immobilier commercial tertiaire. Et il y a des opportunités énormes qui vont se créer dans les changements d'usage et dans des choses qu'on n'a même pas encore peut-être en tête, mais qui vont évidemment se développer. De toute façon, c'est ce qu'on fait sur cette chaîne avec l'immobilier tertiaire et qu'on va continuer à faire au fur et à mesure des émissions. Immobilier d'habitation maintenant, notre dernier sujet qui intéresse aussi beaucoup la communauté. Qu'est-ce qui se passe dans l'habitation aujourd'hui? On sait que le gouvernement et le HCSF veulent désendetter les ménages et dégonfler la bulle immobilière. Pas très efficace pour le moment, quoique on a quand même une forte baisse des transactions. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'habitation? Pour analyser un marché immobilier, tu peux avoir l'approche par les valeurs, comment évoluent les prix, ou par les volumes, comment évolue le nombre de transactions. Par les valeurs, on a commencé à le dire, l'outil des taux d'intérêt n'est pas le bon outil pour faire baisser les prix du résidentiel. Bon. Pourquoi? Et c'est hyper basico-basique. Le marché résidentiel est un marché dans lequel les décisions d'achat sont moins liées à la macroéconomie. Donc j'achète parce que j'ai eu un troisième enfant. Oui, bah, la BCE a décidé de monter les taux au moment où j'avais mon troisième enfant. Bah, c'est pas de chance. Enfin, il faut quand même que j'achète une maison plus grande. Donc je peux retarder l'achat, mais à la fin, je l'achète. Et d'ailleurs, l'idée selon laquelle, comme le pouvoir d'achat a perdu, les gens ont perdu après 25% de pouvoir d'achat immobilier avec la baisse. L'idée selon laquelle il faudrait que les prix baissent de 25% pour qu'il y ait des transactions qui se fassent, c'est une idée fausse. Et elle est fausse parce qu'elle résonne toutes choses égales par ailleurs. Depuis 30 ans, les Français consacrent une part de plus en plus importante de leur pouvoir d'achat à l'immobilier, au logement. Ils vont continuer à le faire. 1, parce qu'ils n'ont pas le choix. 2, parce qu'ils passent plus de temps et que c'est rationnel pour eux de se dire « je surinvestis dans mon habitat ». Donc, aux États-Unis, il y a des transactions qui se font alors que les prix ont baissé de 2% et le pouvoir d'achat de 20%. Donc, les gens compensent, ils partent moins en vacances, ils font moins de shopping, ils vont moins au restaurant. Mais ils ne désinvestissent pas leur logement, ils prennent plus petit éventuellement. Il y a plein de stratégies possibles. Donc, en termes de valeur, les prix ne bougent pas, ils sont stables partout. Je voyais même les chiffres qui sont sortis hier, donc on est fin juin 2023 de Century 21, qui dit que les maisons individuelles continuent à augmenter en valeur depuis le début de l'année. C'est marrant parce que si on voit les différentes statistiques, moi je les suis beaucoup, suivant que ce soit Se Loger, que ce soit Meilleur Agent ou d'autres promoteurs par exemple, personne n'a les mêmes chiffres. Il y en a qui disent que justement les maisons en province baissent plus que les appartements. Oui, mais ceux qui disent ça disent les maisons baissent de 2%. Oui, ça reste une baisse à la marge, bien sûr. En fait, personne n'est d'accord sur le plus 2 ou le moins 2. Et en fait, il y a la marge d'erreur. Ce qui est sûr, c'est que on a triplé les taux. On a une crise du pouvoir d'achat énorme, on a la guerre en Ukraine, on a la panique partout dans le pays. Et les prix du logement, ils font moins 5%. Ok, ils font peut-être moins 5%. Je sais qu'à Rennes, ils ont fait plus 20 les 3 à dernières Bordeaux, à années. Nantes, ils ont fait plus 20. Donc c'est une micro-correction. Et moi, je pense que la correction ne sera pas plus forte. Aux États-Unis, qui est un marché qu'il faut regarder parce qu'il est souvent en avance sur le cycle économique, les taux ont été augmentés plus tôt. Les prix de l'immobilier, ils ont stagné, baissé de 2-3% pendant un an et là, ils repartent à la hausse depuis janvier. Parce que la demande est plus importante que l'offre dans ce marché-là. Et donc, si tu poses la question, ou pour répondre à ta question, après je règle le problème du volume, mais qu'est-ce que peuvent faire les gouvernants pour baisser le prix du logement? Puisque c'est leur objectif, et c'est un objectif qui est sain. C'est pas l'objectif des investisseurs, mais c'est un objectif qui, à l'échelle de la société, est plutôt sain. Pour baisser le prix de quelque chose, il faut augmenter l'offre de cette même chose. C'est basico-basique, c'est peut-être décevant pour nos grands esprits qui nous gouvernent et qui parfois ont un esprit plus chicaneur en termes de raisonnement, mais la vérité c'est ça. Et donc pour avoir plus de logements, il faut construire plus de logements. Et on en construit de moins en moins. Donc la crise immobilière et l'inflation immobilière, elle est là pour durer parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Et la demande, elle est très structurelle. Les gens divorcent de plus en plus, ils divorcent de plus en plus tard. On en parlait l'autre jour dans ton événement. Les gens, ils divorcent à 65, 70 ans. Avant, ils renonçaient à divorcer à ces âges-là. Aujourd'hui, ils divorcent. Quand tu divorces à 70 ans, c'est pas compliqué. Il y en a un qui reste dans le logement, un qui prend un autre logement. Pour le même ménage, il faut 2 fois plus de logements. Ça décohabite dans tous les sens. Il y a un désir de vivre dans les métropoles et dans les villes dynamiques beaucoup plus fort qu'auparavant. Enfin, on aurait pensé avec le Covid que les gens allaient. Mais là aussi. Il y allait avoir un exode rural. Ça bon, mais là, on peut en parler. Tu vois, moi, il faut essayer de pas avoir de l'a priori. C'est-à-dire que je veux pas apparaître comme quelqu'un qui pense tout savoir et avoir tout anticipé. Moi, je regarde les datas, je regarde les chiffres. Quand le Covid a commencé, je me suis dit, c'est une super bonne nouvelle pour mes analyses marché. On va voir si les gens vont quitter les villes. Parce que s'ils quittent pas les villes en 2020, ils les quitteront jamais. Est-ce qu'ils les ont quittés? La réponse est non. Alors, quand tu dis ça dans un dîner ou dans un rendez-vous ou dans une réunion, tu as toujours quelqu'un qui dit « Oui, mais moi, mon beau-frère qui est cadre à la banque, il est parti chez
à Brest. Mais on s'en fout de ton beau-frère. Parce qu'il y a le beau-frère d'un autre mec qui a fait le trajet inverse. Dans les stats, il y a encore un rapport qui est sorti de Terra Nova, qui est un institut, un think tank très respecté. L'INSEE documente ça. France Stratégie a aussi publié des chiffres très récemment. Dans les chiffres, cet exode-là, on ne le voit pas. Alors, vous pouvez toujours me dire, oui, mais demain ou après-demain, il aura lieu. Ok, le télétravail va changer sûrement plein de choses. L'intelligence artificielle va changer la façon de travailler aussi. Donc, on peut imaginer, ok, on peut théoriser plein d'impacts. Là, il y a eu le Covid. C'est pas un petit stress test, c'est un vrai test grandeur nature de on pourrit la vie des urbains et on regarde s'ils partent. Les gens ne partent pas. Parce que la vie culturelle, les opportunités, business, les rencontres, toutes ces choses qui font quand même le cercle de la vie, aujourd'hui, c'est plutôt les métropoles et les grandes villes moyennes dynamiques qui les offrent. Voilà. Les villes littorales, Cannes ou d'autres, ont aussi des atouts. Mais donc cet attrait-là, il n'a pas bougé. Maintenant, sur les volumes. Ça intéresse moins les investisseurs, mais ça peut intéresser les agents immobiliers qui nous regardent ou les gens qui sont dans la commercialisation. On a eu une année 2021 exceptionnelle avec près d'1,2 million de transactions. C'est énorme, 1,2 million de transactions, qui est lié à ce que je disais. Il y a de la mobilité, les gens changent de vie, etc. etc. Bon. On a fait moins 10% en 2022 par rapport à 2021. Donc on était à 1,05 million. On va vraisemblablement faire moins 15% en 2023. On va revenir à un marché à 950 000. C'est excellent par rapport à la moyenne des années 2010. Donc, il y a encore des transactions elles sont plus lentes, il y a plus de marge de négo, c'est plus compliqué. D'ailleurs, vous qui êtes acheteur, négociez. Enfin, je pense que là, mais ça tu le dis à mon avis à longueur de vidéo, mais le fruit est mûr, négocier, les agents sont prêts à l'entendre, les vendeurs aussi. Donc, en volume, ça corrige. Pour l'instant, j'ai envie de dire, il n'y a pas la catastrophe annoncée. Donc, le marché résidentiel, il y a une résilience incroyable. Parce que les gens, ils veulent du logement, ils ont confiance dans le logement. Il y a un désir pour ce. Et ça, tu penses que principalement, c'est parce qu'on est en manque de logement. Alors, on a une crise du logement neuf aujourd'hui. On va rappeler les volumes des promoteurs aujourd'hui. C'est dû à quoi? Plus difficile d'avoir des permis, non-artificialisation des sols. On a aussi les rénovations énergétiques, le problème des passoires énergétiques qui diminue aussi le nombre de logements à disposition. Est-ce que tout ça fait en sorte qu'on manque encore plus de logements? En fait, en gros, on estime qu'en France, tu as les chiffres de l'abbé Pierre, c'est il y a 4-5 millions de personnes mal logées. On imagine qu'on mettrait 2 personnes par logement, je te fais vraiment les grandes masses, donc il manque au moment où on se parle à peu près 2 millions de logements. Bon. On estime, là aussi c'est très compliqué, entre la démographie, qui est dynamique en France par rapport à d'autres pays, on a une population qui augmente, et la décohabitation, ce qui fait que pour un nombre de personnes réduit, on a besoin de plus de logements. Je te prends un exemple sur la décohabitation par exemple, et sur la démographie. La métropole de Lyon, on dit il y a trop de demandes parce qu'il y a trop de gens qui viennent de l'extérieur. Ils viennent de Saint-Etienne, ils viennent de Bourg-en-Bresse, ils viennent de Roanne, pour ceux qui connaissent la région. Et vous vous rendez pas compte, ça crée de la demande à Lyon. Ok, on met un mur autour du Grand Lyon. Plus personne ne rentre, plus personne ne sort. Chaque année, il y a 10 000 habitants de plus. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 000 naissances pour 10 000 décès. Démographie extrêmement positive dans les métropoles. Une demande, 10 000 habitants de plus, avec un phénomène de décohabitation, il faut 5 000 à 8 000 logements de plus par an, rien que sur la métropole de Lyon. On en fait 3 000. L'écart, il est là, quoi. Donc, il y a ces 2 millions de logements qui manquent aujourd'hui, et on estime que chaque année, il faudra en construire 500 000 de plus. On estime qu'il faudra en construire dans les 10 prochaines années entre 3 et 5 millions de plus. Bon. Ça permettrait de résoudre à peu près le problème de logement et de faire en sorte que les gens ils puissent vivre pas loin de là où ils travaillent. On fait tout le contraire. On produit de moins en moins de logements. On a des mairies qui veulent pas construire et des mairies qui sont élues sur ce programme-là. Donc, aussi des administrés, des citoyens. La responsabilité, elle est nous. Tu sais, moi, je fais souvent l'exemple et je fais souvent le test en conférence. Tu as 100 personnes, levez la main ceux qui pensent qu'il manque des logements en France. Tout le monde lève la main. Levez la main ceux qui veulent qu'on construise un immeuble de 5 étages à côté de chez eux. Bah oui, parce qu'on a tous nos propres contradictions. Donc, not in my backyard, comme disent les anglo-saxons. Je veux bien du logement, mais pas devant chez moi et pas derrière chez moi. Bon. Donc là, il y a ce sujet-là, on produit de moins en moins de logements. Évidemment, l'arrivée au municipal et à la tête de grandes villes des élus plutôt écolos a plutôt aggravé la situation. La ZAN, le fait qu'on ne peut plus artificialiser de nouveaux sols à partir de 2030, va en rajouter. Donc moi, je pense qu'on entre dans une pause constructive de 5 ans. Voilà. Et puis, quand même demain, on aurait la super idée pour relancer. Si demain, moi, je suis ministre du Logement, je trouve la super idée pour relancer le logement, le premier relogement que je crée en plus, c'est dans 4 ans. Donc on a cette pause constructive. Donc on a durablement une crise de la production neuve, à laquelle va s'ajouter, tu l'as dit, le fait que les nouvelles règles du DPE et les nouvelles règles de performance énergétique des logements vont sortir du marché locatif d'autres logements. Donc le marché locatif va être hot comme jamais. Je voudrais là aussi citer un exemple, pour vous donner d'autres exemples que l'exemple français, que vous savez, les loyers continuent à augmenter en France. En Angleterre, en 2022,
Le pays a quand même failli faire faillite au milieu de l'année, puisqu'ils ont nommé une première ministre qui a fait n'importe quoi, qui est sortie au bout de 2 mois. Ils ont une inflation à 10 points. Ils ont un chômage qui repart un peu à la hausse. Enfin, ils ont une situation qui est compliquée dans le Brexit. Dans tout ce merdier-là, les loyers ont augmenté de 17% au UK en 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une pénurie énorme d'offres locatives. Donc pour vous tous qui investissez dans le logement, et ça en tête, vous êtes sur des biens qui sont en situation de pénurie pour le locatif. Et sur l'acquisition, moi tu sais que c'est un de mes dadas, la maison individuelle est une classe d'actifs ultra résiliente. Dans 3, 5, 10 ans maximum, on ne construira plus aucune maison individuelle en France. On en construisait 150 000 par an il y a 3-4 ans. On en a construit 100 000 cette année, même 95 000. Un jour, on n'en construira plus avec la ZAN, le fait qu'on n'artificialise plus. Quand on construit plus d'un actif que tout le monde veut, là aussi, tu vois, on en revient à des trucs très basiques. Les prix vont augmenter. On a de très belles opportunités là dans l'habitation, tu nous fais plaisir. On Mais a je plus de crois, clarté mais- aussi non, mais- dans la vision. Mais j'y crois à fond. Alors, Oui. faut le faire un peu différemment. Moi, je crois beaucoup, par exemple, tu vois, si on parle de thèse, un peu d'investissement, moi, je crois beaucoup à tout ce qui tourne autour de la ville contrainte. La question, en tant qu'investisseur résidentiel, que vous devez vous poser, oui, c'est les usages, les grandes réflexions qu'on a là, mais c'est moins qu'est-ce que veulent les gens que qu'est-ce que seront obligés d'accepter les gens. Je sais que ça fait moins rêver et que moi-même, en tant qu'investisseur, je me dis toujours, j'aimerais faire le super appart qui correspond à la super famille qui a besoin de ça et des 2 chambres qui vont bien pour les enfants, proximité de l'école. Ça, c'est dans une métropole qui fonctionne. Aujourd'hui, les gens vont prendre ce qu'il y a. Donc, par exemple, un truc vieux comme le monde qui consiste à acheter des grands appartements familiaux qui ne trouvent plus de demande parce que les familles quittent les centres-villes des métropoles pour aller en périphérie de ces métropoles, les transformer en colocs, en cloisonnant et en se disant, bah, je vais Ils louer. les connaissent très bien. Bah, j'imagine. Louer à 1000 balles la chambre pour des jeunes actifs, des étudiants, mais qui seront prêts à payer ça pour être dans le super quartier. Et pour ceux qui auraient des remords à le faire, on ne dit pas qu'il faut passer sa vie dans une coloc avec 10 mètres carrés de partie privative. Est-ce que c'est si grave dans un parcours de vie? Moi, ça m'est arrivé d'être en coloc de 28 mètres carrés à 2. C'était mes premiers mois à Paris, j'en garde un super souvenir. Donc c'est pas non plus Zola, c'est pas Germinal. Voilà. Donc si on résume ta vision sur l'immobilier d'habitation et pour finir sur ce point, au final, immobilier d'habitation extrêmement résilient. Selon toi, d'ici l'année prochaine, fin de l'année, fin 2024, les taux pourraient redescendre un petit peu. Aujourd'hui, les vendeurs sont patients. Ils veulent pas négocier, ils veulent pas descendre leur prix, donc ils sont patients. On n'a aucun besoin réel de vendre aussi, c'est pour ça que les prix ne décotent pas beaucoup. Donc finalement, s'ils sont patients encore un an et que les taux redescendent légèrement, on pourrait repartir comme le marché américain sur une légère hausse encore. C'est ce qu'on peut anticiper. Et après, bah, c'est la différence entre les bons et les mauvais investisseurs. Tout est vrai dans l'absolu. C'est-à-dire, je faisais ce matin un édito dans une de mes newsletters où je racontais deux personnes qui vont au bar et il y en a un qui dit les prix baissent et l'autre qui dit les prix montent. Les deux ont raison. Le job de l'investisseur dans cette période-là, si vous êtes acheteur, c'est de convaincre le vendeur que les prix baissent. Si vous êtes vendeur, c'est de convaincre l'acheteur que les prix sont résilients. Mais c'est pas rien, c'est cette capacité à négocier. Quand les prix font qu'augmenter ou que baisser, la négo, elle est assez vite faite. Je veux dire, bon, là, vous rentrez, et là c'est un moment super intéressant pour les investisseurs, et je pense que la chaîne, elle va beaucoup les aider. Tout ce qu'on a dit là sur la résilience, sur le fait que c'est l'actif de demain et tout, en tant que vendeur, on vient de vous donner des bons biscuits pour la discussion avec l'acheteur. On a une bonne conclusion. Acheter du commercial et convaincre que les prix baissent, et il n'y a pas besoin de très fort pour les convaincre, et transformer en habitation et convaincre que c'est résilient, et il n'y a pas besoin... Et à fond. Tout est une question de niveau de raisonnement. Allez voir le propriétaire d'immobilier commercial, faites-lui peur avec Amazon. Tu te rends pas compte, demain les gens n'iront plus dans les magasins et tout. Et puis vous savez que votre test, c'est pas celle-là. Votre test, c'est de dire en fait, Amazon, c'est une donnée. Oui, Amazon existe. Oui, Amazon va se développer. Mais sur cette classe d'actifs-là, sur ce commerce de proximité, il y aura demain plus de clients que hier parce qu'elle est fait télétravail. Et là, vous allez faire des coups. Parce que tout le monde voit le monde, peut-être ça peut être une conclusion, et voit le monde immobilier à travers sa propre fenêtre, à travers sa propre expérience. Et les grands investisseurs de l'histoire, les Warren Buffett, ces gens qui nous inspirent tous, on se dit, ils ont vu ce qu'ils n'ont pas vu. En fait, ils ont vu à un moment donné une opportunité et une résilience sur une classe d'actifs que tout le monde considérait comme perdue. Et c'est ça leur grande force. Je peux vous dire que les Blackstone de ce monde en ce moment, ils ont qu'une envie, c'est d'acheter des immobiliers de bureau, de l'immobilier de bureau, des immeubles de bureau pour les transformer. Ils sont dans un autre monde que celui qui se morfond en disant mon immeuble vaut plus rien. Et faire des coups, c'est ça. Acheter au son du canon, vendre au son du violon. Je sais que c'est ton slogan, je viens de te l'offrir sur la Enfin, c'est celui de Warren, hein, moi je me le porte pas. Vincent, je te remercie beaucoup pour cette analyse qui était excellente. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, évidemment, dis-le en commentaire, ça nous motivera. Surtout que c'est le début de ce concept. C'est un concept que j'ai envie qu'il perdure. J'ai envie d'inviter encore d'autres personnes de niveaux et de sources différentes et d'informations différentes que Vincent. Donc mets un like sur cette vidéo, dis-nous en commentaire si ça t'a plu, quel type de personnes
personnalité, intervention, sujet tu voudrais voir sur la prochaine vidéo. Et surtout, tu peux retrouver dans la description les informations de Vincent. Tu as sa newsletter qui est exceptionnelle. J'en lis pas beaucoup, mais je lis la sienne parce qu'elle est vraiment bien, qui porte sur ces sujets-là. Sa chaîne YouTube aussi, si tu veux le retrouver. Et puis voilà, Vincent, je te remercie beaucoup de ton passage sur mon actu. Au plaisir de te retrouver encore sur le fauteuil pour discuter éco-IMO. Avec grand plaisir, je reviens quand tu veux. Merci pour ce moment d'échange très intéressant. Les amis, à très bientôt.